Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cette année, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN fête ses 60 ans. À l'occasion de cet anniversaire, le Sénat a accueilli le 18 juillet dernier un colloque international exceptionnel pour fêter cet anniversaire. Rappelons que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN rassemble des parlementaires des 28 pays membres de l'Alliance Atlantique, également des 14 pays associés. Cette Assemblée parlementaire de l'OTAN assure les relations entre les parlements nationaux et l'Alliance Atlantique. C'est également un forum de discussion sur tout ce qui touche de près ou de loin l'Alliance Atlantique, qu'il s'agisse de son élargissement, de ses structures de commandement, de ses capacités militaires, mais aussi des politiques de défense des différents pays membres, des relations transatlantiques et enfin, par exemple, des relations avec l'Ukraine ou la Russie. Tout de suite, je vous propose de revenir à une table ronde qui s'est tenue donc le 18 juillet, une table ronde portant sur l'Union européenne et sur l'OTAN. En effet, les deux organisations ont de nombreux points communs, à commencer par leurs pays membres. 22 pays européens sont en effet membres de l'OTAN, à commencer par la France qui est membre fondateur et de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne. Tout de suite donc, retour à cette table ronde. Le sommet de Varsovie va surtout se concentrer sur l'adaptation de l'OTAN aux défis très complexes qui nous viennent de l'Est et du Sud. Cette adaptation est en cours et possède trois dimensions. D'abord, l'adaptation politique. Il s'agit de parler d'une Russie résurgente et donc soutenir nos voisins à l'Est tels que l'Ukraine, la Géorgie et le Moldova, mais également dans le Sud, la Jordanie et l'Irak, surtout lorsque les conditions nous le permettent, pour projeter la stabilité, pour les rendre plus résilientes aux menaces auxquelles ils doivent faire face. Une deuxième dimension est l'adaptation militaire, pour s'assurer que nos forces militaires soient tout à fait bien orientées, formées et aient fait les exercices pour toute situation imprévue. Nous devons pouvoir défendre à 28 ou défendre les 28 contre toute menace conventionnelle et non conventionnelle. Donc, il s'agit d'une adaptation institutionnelle. Il s'agit de voir si le processus de prise de décision est aussi efficace et rapide pour nos forces militaires tout en préservant le principe du consensus. Il faut donc que l'OTAN ait les ressources nécessaires pour aboutir au rôle et aux responsabilités critiques. Cette adaptation de l'Alliance est un défi majeur, mais nous ne sommes pas seuls dans ce défi. L'Union européenne a été un partenaire stratégique depuis plus de 15 ans et ça ne peut pas être autrement. Plus de 9 citoyens sur 10 européens vivent dans un pays de l'OTAN et nous partageons les mêmes voisinages et les mêmes valeurs. Notre relation a été officialisée grâce à notre expérience commune et partagée dans l'ouest des Balkans dans les années 90 et nous nous sommes rapprochés. Aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes théâtres d'opération Kosovo, Afghanistan et l'océan Indien. Nous travaillons également ensemble pour assurer d'avoir les capacités militaires critiques pour faire face aux risques d'aujourd'hui, aux menaces d'aujourd'hui et de demain, des drones, les possibilités de ravitaillement en l'air et d'autres. Nous devons améliorer et élargir nos relations avec nos voisins communs, vers l'Est, vers le Sud et dans la Méditerranée et le Moyen-Orient. La coopération pratique est devenue une question journalière et donc ceci exige des consultations politiques plus étroites. Le secrétaire général Stoltenberg s'est engagé vis-à-vis de son homologue de l'Union européenne depuis qu'il est donc devenu secrétaire général. Et il continue à se prononcer même devant le Conseil européen. Des exposés par les membres de l'OTAN et de l'Union européenne ne sont plus une exception et se fondent sur une base régulière. Nous avons bien sûr des environnements de sécurité qui peuvent être tout à fait différents. L'environnement
exige qu'une coopération soit désirable, mais non seulement désirable, mais également une nécessité absolue. Il faut faire face à la réalité. Le pragmatisme doit nous conduire et cela doit continuer ainsi dans le cadre des paramètres politiques. Sur cette toile de fond, je voudrais faire 3 remarques. D'abord, l'Union européenne et l'OTAN ne sont pas des concurrents. Nous avons des expertises différentes, des rôles différents, des priorités différentes et nous nous complétons. L'OTAN est très heureuse des renforcements de la défense européenne parce que l'Europe plus forte veut dire que l'OTAN sera plus forte. Les efforts entrepris par le Conseil européen vont dans ce sens et nous continuerons à les soutenir à mesure qu'ils mettent en œuvre. Vu les défis devant nous, nous avons besoin d'établir des priorités dans notre coopération. Et il y a 2 domaines qui méritent notre attention, les menaces hybrides et le renforcement des capacités. La guerre hybride, dans ces dernières manifestations, est une nouvelle méthode de guerre. En effet, les nations doivent réagir en premier, mais bien sûr, nous devons les aider aussi bien à l'OTAN qu'à l'Union européenne. Donc, nous devons connaître les situations. Non seulement nous devons opérer sur nos communications stratégiques et sur nos messages. Nous ne voulons pas nous lancer dans la contre-propagande, mais nous ne pouvons pas rester non plus sans réagir devant la désinformation massive. En effet, il faut renforcer nos capacités dans le domaine cybernétique également. Mais pour arriver à un résultat, nous avons besoin de revoir radicalement tout le travail. Nous devons faire un saut qualitatif en avant. Il faut en effet arriver à ne plus avoir de concurrence ni de conflit vers une action conjointe. Et nous devons engager tous les alliés. Ceux qui sont membres des 2 organisations sont particulièrement responsables. L'autre domaine dans lequel nous avons besoin de renforcer notre capacité et notre coopération, c'est aussi pour essayer de construire les capacités de nos voisins afin qu'ils puissent mieux se protéger et projeter la stabilité dans leur région. L'OTAN a développé des capacités très importantes et nous sommes prêts à les partager. L'Union européenne, de son côté, peut aider les pays avec des réformes politiques, économiques et sécuritaires afin d'aboutir à de fortes institutions. Et nous avons besoin donc de compléter les efforts et nous renforcer mutuellement. Il y a également la question des investissements. Les nations européennes contribuent à la défense européenne de façon importante. La plupart des forces OTAN qui fournissent des assurances aux pays de l'Est sont européennes. Donc, nous devons développer les capacités militaires et contribuer aux opérations. Mais les alliés européens ne sont qu'un quart des dépenses de défense de l'OTAN. Et ceci est vraiment un fossé par rapport transatlantique. Au sommet du Pays de Galles, nous avons donc dit que nous allions arrêter de faire descendre nos budgets de défense et que nous allions dépenser au moins les 2% de PIB sur la défense et 20% des budgets de défense devraient être donc concentrés sur la modernisation des équipements. Dans les années à venir, à mesure que nous avançons vers le sommet de Varsovie, nous devons faire des progrès dans tous ces domaines, et ceci à l'avantage de l'Alliance, de l'Union européenne, et surtout pour garantir la sécurité et la sûreté de nos citoyens. Et l'appui parlementaire sera crucial dans cette entreprise. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire, Messieurs les anciens présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
messieurs, d'abord, Ladies and gentlemen, thank you. un représentant de l'Union européenne a évoqué ces questions de sécurité avec vous à un moment évidemment émouvant puisque nous célébrons le 60e anniversaire de votre Assemblée qui est née un 18 juillet, il y a 60 ans, à quelques centaines de mètres d'ici, au Palais de Chaillot. Donc je crois que c'est un moment auquel beaucoup d'entre nous sommes très sensibles. Je représente ici Madame Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, qui est, je crois, bien connue de beaucoup d'entre vous, puisque, comme vous le savez, elle était pendant de très nombreuses années membre de la délégation italienne à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Donc je crois qu'elle est aujourd'hui la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne. Je crois que le lien est évident. Elle participe par sa personne au lien clair entre nos deux organisations. Alors, si vous me permettez, je dirais d'abord quelques mots de la vision, d'une vision européenne des questions de sécurité aujourd'hui, et ensuite d'insister évidemment sur la coopération que nous avons entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors, d'abord, rappeler qu'évidemment, pour nous, les questions de sécurité sont très larges. Elles sont évidemment, les menaces peuvent être militaires, et là, nous allons en parler bien sûr dans un instant. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels nous pensons et que les menaces sont également importantes. Je n'insisterai pas sur le contexte stratégique. Je crois que le ministre de la Défense en parlera dans la session qui suit. Mais je voudrais rappeler, au-delà des menaces militaires, que pour nous, beaucoup d'autres menaces existent. J'en cite quelques-unes. La sécurité énergétique pour l'Union européenne, c'est évidemment très important parce que et on voit bien que l'affaire ukrainienne a réveillé les esprits sur ce point. La sécurité énergétique de l'Europe est évidemment très importante. L'Union européenne a un très grand rôle à jouer dans ce domaine. Vous avez vu qu'elle a lancé une union énergétique, justement, pour développer l'autonomie, ou en tout cas la diversification des sources d'approvisionnement de l'Europe. C'est évidemment un aspect très important. Tout à l'heure, vous avez parlé de migration, et évidemment un aspect sécurité, ça a été parfaitement dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Peut-être le premier point dont je voudrais préciser les éléments, c'est ce que nous appelons pour l'Union européenne notre voisinage. Nous avons une politique de voisinage à l'égard de nos voisins et à l'égard de deux groupes de voisins, à la fois les 10 voisins avec qui nous avons des rapports très privilégiés dans le sud, depuis le Maroc jusqu'au Liban, et également dans l'est, de l'Ukraine jusqu'à l'Azerbaïdjan. Il y a 6 pays de l'est de l'Europe, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui font partie de ce que nous appelons notre partenariat oriental. Et dans ce domaine de la politique de voisinage, nous avons décidé, et c'est en cours, de réviser notre politique de voisinage pour justement tenir compte d'un environnement extraordinairement différent. Et nous allons, au mois de novembre prochain, afficher notre nouvelle politique. Et je veux déjà dire que dans cette politique, il y aura un élément qui va être très nouveau par rapport à notre politique jusqu'à maintenant, c'est les aspects sécurité. Dans notre politique de voisinage, nous parlions avant commerce, énergie, transport, gouvernance. Cette fois-ci, le contexte le dit bien. Et le mot qu'on entend généralement dans les couloirs de l'Union européenne, c'est nous sommes passés d'un Rings of Friends à un Rings of Fire. On dit bien par là que les problèmes de sécurité sont devenus très importants. Et donc, nous allons développer l'aspect sécurité dans chacune de nos relations avec chacun de ses voisins, en particulier en matière de SSR, d'assistance au système de sécurité des différents pays, en matière de contrôle, de les aider à ces pays en matière de contrôle des frontières, les aider en matière de contre-terrorisme. Voilà, nous allons énormément développer cet aspect sécuritaire à l'égard de l'ensemble de nos voisins. Par exemple, ce même lundi prochain, dans 2 jours, dans le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, présidé par Mme Mogherini, nous avons décidé d'inviter le Premier ministre tunisien qui sera avec nous à déjeuner avec l'ensemble des ministres et nous parlerons de ces questions à la fois à la suite, que vous avez bien vu, des attentats du musée du Bardo et de Sousse pour développer le dialogue sur le contre-terrorisme que nous avons avec la Tunisie. C'est un des domaines, j'en cite cet exemple-là parce que c'est lundi, mais nous avons beaucoup dans ce domaine, beaucoup à faire dans ce domaine. Je rappelais, pour ceux qui le connaissent moins, tous nos instruments en matière de politique de sécurité et de défense commune. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Union européenne a, depuis qu'elle existe, a lancé plus de 30 opérations, et il y en a 17 aujourd'hui, 11 civiles et 6 militaires. 6 militaires, bon, les plus connus, elles ne sont peut-être pas assez connues, je le cite,
Bon, l'opération Atalanta, j'en dirai un mot dans la coopération, la très grande coopération avec l'OTAN, dans la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, mais beaucoup d'opérations de formation pour les troupes somaliennes, pour les troupes maliennes, l'opération dans le domaine civil d'assistance aux forces de sécurité civiles en Ukraine. Voilà, 17 opérations que nous menons actuellement et dont un certain nombre en coopération avec l'OTAN, j'y viendrai dans un instant. Je voudrais rappeler également que la notion de politique de sécurité et défense commune fait l'objet régulièrement de l'attention de nos chefs d'État de l'Europe, et en particulier au tout dernier Conseil européen de juin 2015, dans lequel le renforcement de la PSDC a été souhaité. Je pourrais les citer, mais je vais citer plutôt également les conclusions du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne du 18 mai 2015, qui je crois qui indique bien les rapports entre l'Union européenne et l'OTAN. Si vous me permettez de le citer, dans un paragraphe qui s'appelle « Enhancing the effectiveness, visibility and impact of the European Common and Security Defence Policy », I quote, the Council welcomes Le the Conseil fact that the continued close se and mutually félicite reinforcing cooperation with de la NATO in coopération areas of shared mutuelle interest, avec l'OTAN both dans strategically un and intérêt operationally, commun, in crisis management, as opérationnellement well as dans on la military gestion de capability crise, development, ainsi que le where développement de requirements overlap, capacités and militaires. continue to seek further synergies and Et nous complementarity. essayons de And we are trouver very des much complémentarités et des welcome the high synergies. representative effort to strengthen strategic and Nous practical nous cooperation réjouissons between de the EU and renforcer la NATO, coopération entre including l'Union in view of européenne the et European l'OTAN, Council dealing with defense matters and surtout au NATO niveau du summits, Conseil with et the au niveau overall des objective sommets, avec of building a true pour possibilité organization relationship de mettre with sur due pied une respect for the decision-making relation autonomy of each organization. entre les Without deux prejudice to EU organisations, provisions, the Council tout en encourages respectant NATO le processus de cooperation with the décision des non-NATO deux EU member states. organisations. Voilà, je crois que ça fixe parfaitement le cadre. C'est les décisions donc européennes au plus haut niveau de mai 2015. Elles fixent parfaitement le cadre de notre coopération. Je l'ai dit également, le souhait de l'Union européenne de devenir de plus en plus ce qu'on pourrait dire en anglais, il n'y a pas de très bon mot français, un security provider. J'ai parlé de nos instruments, de nos opérations. Il y a un certain nombre de nos instruments qui n'ont pas encore été mis en œuvre. L'un est bien connu dans votre Assemblée, et en particulier au sein de l'Union européenne, les fameux battle groups, les groupements tactiques, qui est évidemment une façon de répondre très rapidement aux menaces de la part de l'Union européenne. C'est un sujet qui est évidemment délicat au sein de l'Union européenne, puisque ces groupements tactiques existent sur le papier depuis un grand nombre d'années et n'ont encore jamais été mis en œuvre. Je peux vous assurer que nous travaillons à s'assurer que nous allons trouver des occasions dans lesquelles ces battle groups, ces groupements tactiques pourront être utilisés dans les années suivantes. A été parlé tout à l'heure, bien sûr, des travaux de l'Agence européenne de défense et la nécessité de travailler en complémentarité avec l'OTAN a été citée, je n'y reviens pas. Les priorités sur les avions ravitailleurs en vol, les drones et satellites de communication, 3 domaines sur lesquels il était bien décidé de travailler en complémentarité avec l'OTAN également. Je rappelle un autre élément qui a été évoqué il y a quelques instants par Thierry aussi, c'est comment améliorer la sécurité de nos partenaires des pays tiers. Et là-dessus, l'Union européenne vient de développer un programme non négligeable qu'on appelle Train and Equip, par lequel nous pouvons finalement utiliser nos instruments de coopération au développement, qui sont très importants. Nous avons l'Europe, je rappelle, les premiers bailleurs de fonds au développement dans l'ensemble du monde. Utiliser cet argent pour équiper, non pas de l'arme létale, mais pour équiper des forces armées de pays tiers, africains en particulier. Voilà, donc ça, je crois que c'est un programme très écrit qui aura un rôle majeur pour contribuer à notre sécurité globale. Alors maintenant, j'en viens un peu plus sur, très concrètement, notre coopération entre l'Union européenne et l'OTAN. Je note, qui a été dit par Thierry, je note que le secrétaire général de l'OTAN, généralement, ne l'a pas fait aujourd'hui, mais commence, quand on parle de l'Union européenne et de l'OTAN, rappelle le chiffre de 94% des citoyens européens qui vivent dans un pays participant à l'OTAN, donc d'une certaine façon couvert par l'article 5. Je rappelle que le traité de Lisbonne, très important, donc, qui a créé la haute représentante en particulier, insiste bien sur la nécessité, je cite le traité de Lisbonne, de travailler pour l'Union européenne en pleine coopération avec l'OTAN. Je note au passage que
bien sûr, depuis la France a réintégré l'OTAN, tout ça est maintenant derrière nous et un fait acquis, je n'y reviens pas. Mais il m'a semblé, je le note à chaque fois, une évolution de la volonté de l'Europe de travailler plus avec l'Union européenne. Il y a encore quelques années, il y avait des sensibilités assez fortes. Il me semble avoir noté une évolution de la position américaine, d'une part, et de la position de l'OTAN, en tout cas, dans ce domaine. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'assiste avec Terry aux réunions des conseils des ministres, soit des affaires étrangères, soit de la défense de l'OTAN, j'entends un très grand nombre de représentants de l'OTAN, les Américains entre autres, mais pas seulement, souhaitant une coopération encore beaucoup plus forte entre l'OTAN et l'Union européenne, et souhaitant un rôle renforcé de l'Union européenne en matière de politique de sécurité et de défense. Je crois que c'est une évolution significative de ces dernières années, évidemment très importante. Alors, dans cette coopération, pour rentrer dans les questions pratiques, nous avons bien sûr le premier accord des départs, l'accord de coopération, le fameux Berlin Plus. Berlin Plus, et qui a permis 2 opérations, l'opération Concordia et l'opération Althea. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de la Bosnie. J'étais il y a quelques jours à Sarajevo et à Srebrenica et j'ai visité l'opération Althea qui est conduite dans le cadre de l'accord de Berlin Plus. Je note d'ailleurs que, et là peut-être les délégués de la Turquie pourront en dire un mot, nous sentons que, bien sûr, la difficulté dans l'accord de Berlin Plus, la question de Chypre, je comprends, et toutes les autorités turques que nous rencontrons nous font savoir que des éléments vraiment des développements très positifs se déroulent à Chypre et dans les négociations sur Chypre, entre Chypre et la Turquie. Et je crois que là-dessus, même le ministre des Affaires étrangères de Turquie nous parlait l'autre jour d'une éventualité d'obtenir un accord peut-être dans l'année. Évidemment, si on arrivait à un accord ici, ça aurait un rôle très important, je crois, sur la coopération entre... Nous le souhaitons évidemment très fortement, cet accord. Je crois qu'il y a un très bon esprit qui règne en ce moment dans le début de ces négociations. Ça aurait évidemment un rôle très important et, j'allais dire, très simplificateur dans les relations entre l'Union européenne et l'OTAN. Évidemment, l'Union européenne, Mme Mogherini, est toute prête à apporter son assistance dans le règlement de cette question, bien entendu. Alors, après, dans les opérations sur lesquelles nous travaillons concrètement avec l'OTAN, ça a été cité. En Afghanistan, nous avons notre opération EUPOL Afghanistan qui travaille en parfaite complémentarité. Au Kosovo, c'est évidemment la même chose. Nous avons notre opération ELEX Kosovo qui travaille en liaison parfaitement avec la CAFOR. J'ai cité l'opération Atalanta qui travaille parfaitement avec l'opération de l'OTAN dans la région, au large des côtes de Somalie. Et puis nous venons de lancer il y a quelques semaines cette opération EUNAVFOR Med, notre opération navale en Méditerranée, qui a pour but, à la demande du Conseil européen, de lutter contre les trafics de migrants. Et là-dessus, bien sûr, l'opération a commencé pour le moment par une phase de renseignement, c'est la phase 1. Et dans cette phase de renseignement, il y a évidemment des échanges entre nos 2 organisations, bien entendu. Ça a été moins évoqué, mais évidemment, nous travaillons beaucoup en matière d'équipement et là-dessus, nos deux façons d'opérer, le pooling and sharing et le smart defense, je crois qu'il y a vraiment convergence dans ces domaines. Ça a été dit, et je le rappelle, le sommet du Pays de Galles de l'OTAN a rappelé les domaines sur lesquels nous souhaitions avoir une coopération renforcée. Alors, les questions, les menaces hybrides et la cybersécurité, j'y reviens dans un instant, mais également la sécurité maritime et la sécurité et la défense, les capacités des pays tiers, dont j'ai parlé un instant à travers le programme Train and Equip. Alors, un mot de plus sur hybride, les menaces hybrides et la cybersécurité. Je dois dire que c'est un domaine très clair, et là, le secrétaire général de l'OTAN était très clair là-dessus. Terry l'a rappelé il y a un instant, sur lesquels nous travaillons quotidiennement, nos équipes de l'Union européenne et de l'OTAN, en parfaite complémentarité, en évitant évidemment toute duplication, domaine très important. Même si je cite parfois le secrétaire général de l'OTAN qui a dit une fois, avec un joke qui m'a amusé, c'est que les menaces hybrides, le terme est évidemment très important aujourd'hui, mais la notion de menace hybride, elle existe peut-être depuis le cheval de Troie, qui était déjà une sorte de menace hybride. Donc le concept prend une nouvelle vigueur aujourd'hui, mais l'affaire est ancienne. Sur l'aspect cyber, peut-être une question juste que je sens bien, évidemment nous travaillons sur ce sujet, mais il y a une difficulté que je comprends et que j'aimerais, peut-être une question que je poserai à l'Assemblée, c'est en matière de cyber, qui est évidemment une menace de plus en plus forte, à partir de quel moment une attaque cyber peut déclencher un article 5 ?
Je crois que, bien sûr, quand il y a une menace militaire, c'est parfaitement clair. Quand c'est une menace cyber, je trouve que c'est une question qui se pose aujourd'hui parce que c'est un des défis, à l'évidence, de plus en plus fréquents et de plus en plus évidents. Enfin, je voudrais rappeler aussi en matière de complémentarité entre l'Union européenne et l'OTAN, qu'évidemment, à la fois, nous avons des terrains différents, des façons d'agir différentes, et par exemple, à l'égard de l'Ukraine. À l'égard de l'Ukraine, je crois que l'Union européenne a un rôle majeur, joue un rôle majeur. Alors d'abord à travers deux ses membres, Allemagne et France, dans le format Normandie, bien entendu, mais également à travers les sanctions. Bien sûr que pour arrondir la menace à l'égard de l'Ukraine, je crois que les sanctions que prend l'Union européenne ont un rôle très important, complémentaire évidemment des actions que peuvent être menées dans le cadre de l'OTAN. Voilà. Et ce que je l'ai indiqué, la façon dont nous aidons les forces de sécurité civiles ukrainiennes. Enfin, sur l'Ukraine aussi, qui est évidemment une menace dont a parlé beaucoup le président du Sénat, l'Union européenne est très impliquée de d'autres façons. D'abord au soutien à l'OSCE sur le terrain, qui contrôle le maintien autant que possible du cessez-le-feu. Mais également, par exemple, c'est l'Union européenne qui est chargée de mener toutes les négociations entre la Russie, l'Ukraine et l'Ukraine sur les affaires gazières, pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer, notamment en particulier en hiver, à bénéficier du gaz. Et c'est évidemment majeur pour la sécurité de l'Ukraine. Et là-dedans, l'Union européenne a un rôle très important à jouer aussi. Elle a un rôle très important. Je ne développe pas sur les accords commerciaux que l'Union européenne a signés avec l'Ukraine et pour lesquels elle veut éviter que la Russie n'en pâtisse trop. Dernier point que je voudrais indiquer dans la complémentarité, le rôle de l'Union européenne en matière de sécurité, qui a évidemment un rôle très important de façon plus générale, l'Iran. L'Iran, ça a été bien sûr évoqué. Moi, je dois dire que la fin des négociations iraniennes dans laquelle l'Union européenne, par décision du Conseil de sécurité, a un rôle de facilitateur, de coordinateur, a joué évidemment un rôle très important aux côtés, bien sûr, des Américains et l'Union européenne et l'ensemble du monde des P5+1 ou du E3+3 pour la sécurité mondiale. Évidemment, c'est un rôle très important. Je ne développe pas, chacun le sait bien. Voilà. Donc, en conclusion, moi, je voudrais rappeler d'abord yes, maybe I say 2 words in English to conclude. Just clearly, 2 mots en anglais pour conclure. Nous travaillons vraiment en complémentarité complète. Nous travaillons entre secrétariats. Nous travaillons sur les capacités. Donc, sur la question des drones, le ravitaillement en l'air, les cybermenaces. Et je ne vois pas vraiment de grandes difficultés avec Madame Mogherini. Nous voyons qu'elle a de bonnes relations avec le secrétaire général de l'OTAN. Nous travaillons avec nos collègues de l'OTAN pratiquement tous les jours. Nous pensons que ça continuera et nous sommes très heureux donc de participer à cet anniversaire. Merci beaucoup. Merci et je remercie encore la délégation française et je donne la parole à Madame Ameline. Merci infiniment, Monsieur le Président, et permettez-moi de saluer et d'accueillir aussi très chaleureusement tous nos collègues ici à Paris. Ma question s'adresse à Monsieur Alain Leroy. Vous avez à juste raison évoqué la responsabilité de l'Europe et je suis ravi que nous commencions cette journée sur la responsabilité de l'Europe. Car si nous sommes tous extrêmement attachés fondamentalement au partenariat transatlantique, nous voyons bien aujourd'hui les menaces se rapprocher considérablement du continent européen et, comme on le dit souvent, la nécessité doit nous rendre intelligents. Intelligent, ça veut dire, et je m'en félicite, que la politique de voisinage de l'Union européenne va changer. Et l'Assemblée nationale et le Sénat, d'ailleurs, ont vraiment appuyé ce changement, tant au niveau, d'ailleurs, de la stabilisation des pays en crise que de la prévention des conflits. Car nous voyons bien que les questions de gouvernance sont au cœur de la déstabilisation de certaines régions.
Je voudrais également appuyer ce que vous avez dit sur la complémentarité OTAN-Europe. Il nous semble en effet, dans l'affaire ukrainienne à laquelle nous sommes particulièrement sensibles, il est tout à fait clair que nous avons besoin d'une puissance à la fois militaire et politique pour conduire effectivement notamment la Russie à respecter les accords de Minsk. Et donc cette coordination à tous les niveaux est une absolue nécessité. Je voudrais vous interroger, puisque la sécurité est d'une certaine façon indivisible, sur le flanc sud. La Libye a considérablement déstabilisé les pays de cette zone extrêmement stratégique. Je voudrais avoir votre avis sur l'évolution libyenne aujourd'hui, sur ce que vous pouvez faire de très concret, de très immédiat aussi, pour consolider un accord, fût-il partiel, de manière à faire en sorte que l'ensemble des pays voisins ne soient pas eux-mêmes déstabilisés à court terme. Bien sûr, vous n'êtes pas seul en cause en termes d'intervention dans cette partie du monde, mais comment voyez-vous justement une coopération sur la sécurisation de cette région et comment pouvons-nous y contribuer directement, comme je l'ai noté, à travers tout ce qui peut servir des missions de sécurité. Merci. Merci, Madame la députée. D'abord, sur la politique de voisinage, donc c'est parfaitement clair. On va développer l'aspect aide aux réformes du secteur de sécurité, contrôle des frontières, gouvernance, vous l'avez dit bien sûr, mais et aussi protection des conflits et lutte contre le terrorisme, hein, lutte contre la radicalisation, etc. Donc c'est un des grands volets qu'on développe. On est très heureux de tous les... Pour cette politique de voisinage que nous avons lancée en révision en mars, nous avons reçu 250 contributions d'États membres, de parlementaires, de think tanks, etc. Donc je crois qu'il y a un très gros intérêt. Et l'aspect sécurité, je crois maintenant, fait consensus. Bien. Donc je ne le développe pas. Votre question portait plus sur la Libye. Sur la Libye, où nous en sommes. Nous avons encore lundi prochain, ce même conseil dans lequel nous avons le Premier ministre tunisien, nous avons fait venir Bernardino León, le représentant spécial des Nations Unies, chargé des négociations sur la Libye, pour nous dire l'état des choses. Comme vous savez, la Libye, pour le moment, 90% des migrants qui vont dans la Méditerranée ouest passent par la Libye, par l'absence d'État. Donc nous ne cessons de dire à l'ensemble des parties libyennes, trouver un accord, former un gouvernement d'unité nationale. La première raison, c'était d'abord pour un État, mais aussi parce que, comme chacun sait, Daesh progresse en Libye. Il était d'abord à Derna, puis maintenant à Sirte, et puis maintenant dans les faubourgs de Tripoli. Donc la menace est parfaitement claire. Donc nous soutenons parfaitement les efforts de Bernard León. Nous l'avons fait. D'abord, nous finançons très concrètement ces négociations. Nous avons accueilli à Bruxelles tous les maires libyens, les businessmen libyens, pour tous ceux qui doivent contribuer à forcer les parties à s'entendre. Donc nous faisons un effort majeur là-dessus. La question est posée de savoir si nous allons adopter des sanctions à l'égard de ceux des responsables politiques libyens qui refusent l'accord. Comme vous savez, pour le moment, à Skirat, la semaine dernière, a été paraphé un accord par un très grand nombre de forces, celle de Tobrouk, celle de Misrata, mais malheureusement pas celle de Tripoli, pas le GNC. Nous faisons des pressions très fortes pour que ce GNC signe. Nous évoquons, nous n'avons pas pris encore de décision de savoir si des sanctions seraient nécessaires. Bien. Et enfin, si nous arrivons à avoir un gouvernement en unité nationale en Libye, notre idée, c'est que l'Union européenne a un rôle majeur à jouer pour aider un gouvernement, à la fois la coopération, à la gouvernance, l'aider à se mettre en place, bien sûr, mais également sur l'aspect sécuritaire. Pour le moment, nous avons discuté au niveau des ministres de l'Union européenne la possibilité d'avoir une opération militaire qui aiderait à sécuriser le fonctionnement d'un éventuel gouvernement. Alors, sécuriser un port, un aéroport, le bâtiment même du gouvernement. Bien, pour le moment, nos plans sont prêts. Il faudra une décision politique au nom de l'Européenne de le faire. Et là,
Je sais bien que le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, envisage de son côté, le jour à nouveau où la Libye aura un gouvernement, non pas de faire une opération militaire, qui serait plutôt celle de l'Union européenne, en complément des forces libyennes, mais un rôle de l'OTAN en matière de de formation des forces armées libyennes. Là, à nouveau, on pourrait trouver une coopération. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup la délégation française parce qu'en plus d'avoir organisé cette journée merveilleuse, mais la semaine dernière aussi, il y avait une visite de la Commission Défense et de Sécurité en France. Donc merci aussi pour la brochure historique que nous avons reçue aujourd'hui. Merci de vous intéresser à l'histoire. J'ai deux questions, Monsieur le Président. D'abord, pour Monsieur Stamatopoulos, concernant Berlin Plus. L'ambassadeur, et je suis d'accord avec lui, estime que plus l'UE est forte et plus l'OTAN sera forte. Bien sûr, mais s'agissant du présent et du passé des opérations de gestion de crise, dans l'idéal, les deux organisations devraient se mettre d'accord sur de nouvelles dispositions. Mais nous savons tous que les problèmes actuels entre Chypre et la Turquie compliquerait de tels efforts. Alors, est-ce que vous pourriez vous attarder un peu là-dessus? Parce que personnellement, je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est d'agir. Bon, deuxième question pour Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, je ne sais pas si vous me voyez. Pourriez-vous développer un peu, et là je rejoins un peu ma première question, donc le lien entre l'UE, l'OTAN et les Nations Unies pour les opérations de paix, parce que très clairement, les réponses aux crises ont un rôle à jouer entre l'UE et l'OTAN, mais aussi entre l'OTAN et les Nations Unies. Mais au-delà de la réponse aux crises, à quel niveau, jusqu'à quel niveau peut-il y avoir une nouvelle coopération pour une présence pérenne? C'est-à-dire que le renforcement de la paix se fasse dans des régions pour qu'on n'ait pas besoin de réagir à un si grand nombre de crises à l'avenir. Là, on pourrait peut-être travailler ensemble, sur une base régionale. Vous savez très bien de quoi je parle. Je suis impatiente d'entendre votre réponse. Merci. Merci beaucoup. Votre question était intéressante. Eh bien, je vais commencer par la fin de votre intervention. Je vais essayer d'élaborer un petit peu. Berlin Plus a été institué il y a plusieurs années, mais c'était une autre époque. Il s'agissait des opérations dirigées par l'OTAN, par l'Union européenne, mais en utilisant les moyens de l'OTAN. Bon, c'est presque un anachronisme. La seule opération qui a été réalisée selon ces termes, c'était en Bosnie, qui survit encore sous la forme de l'opération Althea actuellement. Bon, donc une nouvelle série de dispositions serait certainement préférable. Mais je pense comme vous qu'en l'état actuel des choses, nous nous lancerions dans un exercice qui aurait fort peu de chances d'aboutir à un résultat concret. Et je crois que le concret, c'est ça le mot important. Je crois que tous les pays membres de l'OTAN ou de l'Union européenne le comprennent. Et c'est ainsi que nous avons agi récemment. Nous faisons beaucoup de choses ensemble en matière de gestion de crise. Et bon, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites là-dessus, je ne vais pas le répéter. Mais fondamentalement, la formule que nous utilisons, c'est la coopération pratique sur le terrain. Et ça marche très bien. Ça marche très bien entre les deux opérations Atalanta et Ocean Shield au large de la Corne de l'Afrique. Nous avons vu beaucoup de latitude et la coopération entre les secrétariats a énormément contribué à tout cela. Et le fait de parler entre nous de ce que nous faisons en essayant d'harmoniser, d'éviter les doublons, tout ça est très bien. Donc on essaie d'être pratique.
Vous avez parlé de coopération triangulaire entre l'OTAN, l'UE et les Nations Unies, évidemment. Nous travaillons beaucoup avec l'OTAN, mais nous travaillons aussi beaucoup avec les Nations Unies. Parfois, il y a cette coopération triangulaire. Pensons à ce qui s'est passé dans les Balkans, en Bosnie. Très clairement, nous y étions tous les trois. Et au Kosovo, il y a une mission des Nations Unies, il y a la CAFOR évidemment, et ULEX, mais l'OTAN, normalement, est le premier fournisseur de sécurité. Nous sommes au deuxième rang, donc, et les Nations Unies sont là aussi. Bon. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de problème. À l'Union européenne, on travaille aussi avec les Nations Unies dans de nombreux autres domaines. Par exemple, au Mali, il y a une mission de formation aux côtés de la MINUSMA pour les Nations Unies. Donc, il y a de nombreux théâtres de coopération avec les Nations Unies. Il y a aussi la Somalie. Il y a une force des Nations Unies, AMISOM, de l'Union européenne, qui est financée par l'Union européenne, mais qui est animée par les Nations Unies. Donc vous voyez que les exemples ne manquent pas, mais la coopération triangulaire, bon, est peut-être moins multiple, mais ça existe néanmoins. Une autre question, même si ce n'était pas pour moi, je voudrais faire un ou deux commentaires. La situation a énormément changé en matière de sécurité. Les ressources se sont raréfiées de façon générale. Par conséquent, de manière générale, la coopération est inévitable, indispensable. Les Nations Unies peuvent faire leur part, mais ont quand même besoin d'un coup de main, à la fois de l'UE et de l'OTAN. Nous avons une excellente coopération entre les secrétariats, les états-majors, et récemment, nous avons fait un exercice de cartographie ensemble. Nous sommes intéressés dans certaines régions à ce que pouvaient faire les Nations Unies, ce que pouvait faire l'UE et ce que pouvait faire l'OTAN. Pour savoir concrètement ce que chacun d'entre nous peut faire pour résoudre les problématiques et stabiliser la situation. Bon, ça c'est une première mesure, un premier pas. La semaine dernière, j'ai rencontré un des secrétaires généraux adjoints du service d'action externe, Hervé Latsous, et M. Propovski, qui était sous-secrétaire général pour la DPKO, et nous avions eu cette réunion à trois. Donc, nous travaillons sur les questions pratiques dans un premier temps, et un beau jour, il faudra nous adresser à nos membres pour voir si nous avons leur feu vert. Ensuite, nous avons maintenant notre trésorier. Je voulais d'abord aussi remercier nos organisateurs pour cette formidable journée que vous organisez aujourd'hui, et je me réjouis particulièrement qu'on commence la session avec un sujet qui nous occupe depuis beaucoup d'années, donc la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Nous avons pu constater une évolution significative, beaucoup plus de convergence. Nous avons toujours pu constater que sur le terrain, par exemple, dans les Balkans, la coopération était exemplaire, ça a été toujours souligné. Et nous constatons aussi récemment une amélioration, une évolution sur le plan de la coopération politique. Il subsiste toujours des sujets tabous, mais bon, on coopère plus au niveau politique, ça c'est très bien. Je voulais savoir qu'en est-il au niveau des administrations et des services. Parce que je vous cite un exemple, il y a quelques années, nous sommes allés avec la commission de la dimension civile de cette assemblée parlementaire à Bruxelles, et nous préparions un rapport sur la sécurité des infrastructures critiques. Alors nous avons rencontré les responsables au sein de l'Union européenne, au sein de la commission qui s'occupait de la protection des infrastructures critiques. C'était très intéressant. L'après-midi, nous sommes partis à 5 km de l'autre côté de Bruxelles, au quartier général de l'OTAN, où nous avons rencontré les responsables de la protection des infrastructures critiques, et nous étions fort étonnés que les deux personnes, les deux directeurs, les deux responsables ne se connaissaient pas, n'avaient pas de contact, et ça nous a quand même surpris. Donc ma question est, qu'en est-il de la coopération au niveau de nos administrations et services à Bruxelles ?
Permettez-moi une deuxième question. Je constate une certaine hiérarchisation des menaces dépendant du point de vue où on en est de la situation géographique des pays. Donc, il est clair que les pays des Baltes ou les pays à l'est de l'Europe s'inquiètent beaucoup plus de la menace russe, et de l'autre côté, les autres s'inquiètent plus de la menace au sud. Et je considère que les deux menaces sont très importantes. Les moyens pour réagir sont peut-être différents, mais il n'y a pas à mon avis, pas de différence entre le degré de danger. Et comment peut-on de nouveau enlever ce sentiment qu'il y a une division et qu'il faut se rendre à l'évidence que les deux problèmes sont tout aussi importants l'un que l'autre. Merci. Alors, ce que vous évoquez, le manque de coordination que vous avez pu trouver il y a quelques années entre l'Union européenne et l'OTAN, peut-être que ça existe encore, mais je crois vraiment que la tendance est tout à fait dans l'autre sens. Maintenant, vraiment, nous avons, Thierry le disait, encore des rencontres la semaine dernière, nous avons des rencontres permanentes et nous donnons les instructions à tous nos staffs de se parler régulièrement sur chacun des sujets. Le mapping exercise sera un point de voir, une occasion de voir comment de travailler encore mieux sur la répartition des rôles, mais je crois que sur le risque de duplication, sur le risque de ne plus se parler, je crois que cet aspect-là est derrière nous vraiment là. Et ce que je dis, toutes les questions idéologiques me paraissent vraiment tout à fait, les sensibilités me paraissent derrière nous pour l'essentiel. Et là, je crois que cet affaire-là est réglé. Alors maintenant, vous disiez, un point évidemment très important du point de vue de l'Union européenne, c'est comment les Européens voient les différentes menaces, la menace Est et la menace Sud. Et c'est vrai, quand on assiste au Conseil européen, on voit parfaitement bien que les pays du nord de l'Europe sont encore plus sensibles à la menace Est et les pays du sud de l'Europe plus à la menace Sud, terrorisme, Daesh, bien entendu. Mais ce qui est également frappant, et je trouve que l'exemple de l'Ukraine et des rapports avec la Russie le montre bien, c'est que si à chaque discussion au Conseil européen, au Conseil des ministres, chacun parle d'abord de ces menaces, à la fin, chacun reconnaît bien que la principale force de l'Europe, c'est son unité. Et là, par exemple, sur les sanctions à l'égard de la Russie, on voyait bien que les pays du Sud étaient moins favorables à des sanctions que n'étaient les pays du Nord, et que néanmoins, chacun, au cours du Conseil des ministres, vous l'avez bien, sur la Russie, malgré ces différences, depuis que la question de l'affaire ukrainienne existe, à chaque fois, l'Union européenne s'est mise d'accord et avait une position unique. En partant de positions différentes, pour des raisons que vous dites, monsieur, mais à chaque fois, on arrive à une position unique. Et je crois au contraire que, et de la même façon, l'opération navale en Méditerranée contre les trafiquants de migrants, ça intéressait bien plus au départ les pays du Sud de la Méditerranée. Mais quand j'ai posé la question dans les comités politiques et de sécurité, est-ce qu'on utilise l'article 44 du traité de Lisbonne qui permettrait de travailler seulement à quelques-uns les plus intéressés, la réponse a été non, c'est une menace collective. Nous souhaitons y répondre à 28. Donc l'Europe, au contraire, à la fois, me semble-t-il, voit bien que les pays sont plus ou moins sensibles à telle ou telle menace, mais avant tout, chacun est sensible à ce qui fait notre force principale, c'est l'unité européenne. Donc chacun est prêt à faire des compromis. C'est vraiment l'expérience de ces 2 dernières années. Je vais répondre en anglais pour garder un certain équilibre linguistique. Bon, indéniablement, c'était votre expérience il y a quelques années et c'était vrai. Si Jean-Baptiste m'autorise à mentionner son nom, il a été ambassadeur de la France au pays du Conseil Atlantique Nord. À l'époque où lui et moi étions représentants permanents délégués de nos pays, il y a plusieurs années, nous représentions une toute petite minorité de collègues qui comprenaient un petit peu ce qui se passait à l'Union européenne avant de partir travailler à l'OTAN. La conscience de lacune et de décalage entre les deux organisations était béant, mais ce n'est plus le cas. Dans les deux organisations, on comprend ce que fait l'autre. Cette compréhension a augmenté de façon spectaculaire et les contacts aussi. Donc je pense que aujourd'hui, je suis presque sûre que ces personnes se connaîtraient et qu'il y aurait régulièrement des contacts entre les différentes administrations, des échanges d'idées, etc.
Maintenant, s'agissant de la hiérarchisation des menaces, c'est vrai qu'il faut prioriser, hiérarchiser jusqu'à un certain point. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il y a une chose qui est plus importante que l'autre. Bon. Autre chose qui est facile à comprendre, c'est que les alliés du Sud peuvent être plus sensibles à ce qui se passe dans leur coin et que ceux qui sont à l'est de l'Europe sont plus sensibles à ce qui se passe à l'est. Cela dit, deux principes demeurent tout à fait d'actualité à l'OTAN. Premièrement, la solidarité. Deuxièmement, l'indivisibilité de la sécurité. Bon. La planification actuelle, la VGTF, etc., tout cela se concentre à la fois vers l'Est et vers le Sud. Bon, manifestement, on donne une certaine priorité à l'Est à cause de la situation que nous connaissons tous, mais le Sud reste au premier plan de notre attention au moment où je vous parle. Et je dois dire que ça se constate sur le terrain, sur le plan pratique. Vous savez que les États baltes n'ont pas de force aérienne. Ce sont donc les autres alliés qui exercent une police de l'air. Lorsque la crise ukrainienne a éclaté, une des premières mesures de réassurance a été d'augmenter la police de l'air. Et qui en étaient les opérateurs? La France, la Belgique, le Portugal. Donc on ne peut pas dire que ce soit des alliés qui se désintéressent du Sud, bien sûr, mais ils sont immédiatement intervenus pour rassurer les alliés du nord de l'Europe. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit à l'avenir. Mais pour moi, ça ne constitue pas un problème. Nous avons la Lituanie et l'Espagne. Commençons par la Lituanie. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire qu'en voyageant vers Paris, je pensais un peu à l'histoire, comme beaucoup d'entre vous, et mon sentiment était que je me sentais honorée et ravie de me retrouver avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. En effet, en 1955, la première fois, lors de la fondation de cette Assemblée, la Lituanie, nous avions encore des déportés qui revenaient de Sibérie. Nous avions des gens qui avaient fui vers les États-Unis ou d'autres pays. Ma mère elle-même était revenue de Sibérie et cette enceinte a à peu près le même âge que moi, peut-être à peine plus vieille que moi. Donc pour moi, ça a une valeur toute particulière de comprendre à quel point la vie a changé, la vie a été transformée. Et je profite de l'occasion, bien sûr, pour remercier tous les pays représentés ici, en particulier ceux qui ne sont peut-être pas membres de cette Assemblée, mais l'Assemblée parlementaire de l'OTAN a joué très activement pour favoriser notre adhésion à l'OTAN. Et aujourd'hui, personne n'a le moindre doute que l'élargissement de l'OTAN et l'inclusion de notre pays a été la bonne décision, en particulier quand on voit la situation d'aujourd'hui. Je soutiens toutes les activités visant à soutenir la paix et la sécurité, et peut-être mon pays un peu plus que les autres tient à vivre en paix. Malheureusement, ce n'est pas tellement des efforts pour la paix que l'on voit au Kremlin, plutôt le contraire. Il y a eu de nouvelles provocations du Kremlin et aussi on peut s'inquiéter de ce que l'on attend en Géorgie concernant l'occupation russe en territoire géorgien, en déplaçant les lignes de frontières administratives et les panneaux de l'une des régions géorgiennes, les panneaux qui indiquent la frontière administrative. Vous savez que cette fois-ci, la Russie a repris contrôle d'une partie de l'oléoduc qui va de Bakou. La frontière administrative s'est aussi rapprochée d'une autre infrastructure importante, c'est-à-dire l'autoroute Est-Ouest. Bon. Alors, apparemment, on ne réagit pas beaucoup à ces signaux de la Russie. Alors, je pose la question à M. Leroy, puisque M. Leroy fait partie d'une enceinte très importante à l'UE. Bon, toutes ces annexions doivent être condamnées par la communauté internationale, et cela au plus haut niveau.
Et donc, la question que je pose est quelle est votre réaction, quelle est votre opinion? Quelle est l'opinion d'un haut représentant de l'Union européenne sur ces informations inquiétantes qui viennent de Géorgie? Je pense qu'une réaction serait très, très importante. Bon, l'Espagne. Merci, Monsieur le Président. Française, pour nous accueillir ici à Paris et au Sénat français et pour l'hospitalité. I have a question to Mr. Ma question s'adresse à Monsieur Stamatopoulos et j'en ai une autre pour Monsieur Leroy. Monsieur Stamatopoulos, il y a 2 ans à peu près, je crois, je vous avais interrogé sur le déséquilibre à l'OTAN entre le flanc Est et le flanc Sud. Et vous m'aviez répondu qu'il n'y avait pas de stratégie particulière de l'OTAN concernant le flanc Sud. Je voudrais donc vous poser la question aujourd'hui. Dans la situation actuelle, je constate un déséquilibre entre les intérêts concrets de l'OTAN entre le flanc Est et le flanc Sud. En particulier, quel est le sentiment, l'opinion de l'OTAN sur la mission UNAVFOR Med, qui est une mission de l'Union européenne en particulier? La séquence, c'est une question pour Monsieur Leroy. La question est sur les piliers européens qui a été mentionné par le président du Sénat français. Est-ce qu'on peut envisager pour le futur, quel est l'avis du secrétaire général sur la possibilité d'un quartier général européen dans l'OTAN comme expression, comme manifestation d'un pilier européen? Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Merci. Alors, vous voulez peut-être une réponse à la question sur la Géorgie? Je réponds à ma collègue de Lituanie. Effectivement, ce qui se passe en Géorgie nous inquiète beaucoup. Il s'agit de l'Ossétie du Sud. La semaine dernière, les Russes ont décidé de déménager, de déplacer des frontières. Ce n'est que quelques kilomètres, mais c'est symbolique, pour qu'ils aient meilleur accès à l'oléoduc qui arrive de Bakou. Donc, nous avons tout de suite condamné ces mesures. Madame Mogherini a fait une déclaration sans ambiguïté qui condamnait en disant que ce serait à l'ordre du jour de la conférence de Genève où on en discuterait avec l'UE et les Nations Unies et les États-Unis avec la Russie sur la question de la Géorgie. Bon, donc même s'il ne s'agit que de centaines de mètres, c'est quand même très important, très grave. Nous avons condamné cela et nous l'avons mis à l'ordre du jour des prochaines discussions à Genève. Donc, vous voyez, nous agissons. Alors, concernant le déséquilibre, je crois en avoir parlé lorsque j'ai répondu à la question du collègue luxembourgeois. Je ne suis pas certain que ma réponse d'il y a 2 ans était celle que vous avez mémorisée, mais bon, soit. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. L'OTAN suit de très très près ce qui se passe au Sud. L'OTAN, vous le savez, n'est engagée ni en Syrie ni en Irak. Du côté opérationnel, il y a une coalition qui s'en occupe. Et, entre parenthèses, je dirais que tous les alliés de l'OTAN, sous une forme ou sous une autre, participent à la coalition. Concernant l'Irak, nous réfléchissons à la possibilité de renforcement capacitaire pour l'Irak. En Libye,
Nous avons pris il y a 2 ans une décision. Le Premier ministre de l'époque, M. Zaidan, avait demandé à l'OTAN son assistance, pour faire monter en puissance ses institutions de défense. Malheureusement, on le sait, la situation en Libye s'est rapidement détériorée, mais comme l'a dit Alain tout à l'heure, on assiste à des signes qui viennent des efforts de Bernardino León. Donc, si ces efforts pour avoir un gouvernement d'unité nationale en Libye, si ces efforts débouchent, eh bien, nous compléterons les efforts des 2 autres organisations pour voir ce que nous ferons en Libye. Donc, il n'est pas exact que le Sud ne nous intéresse pas. Nous avons des partenariats avec certains pays du Sud, vous le savez. Moi, personnellement, j'y vais très souvent. J'ai été en Tunisie il y a 5 ou 6 semaines. Donc le Sud est au centre de nos préoccupations. Étant donné l'évolution générale et l'adaptation de l'Alliance, le Sud prend de plus en plus d'importance. La VJTF, qui est la force fer de lance, a été conçue pour être utilisée partout, aussi bien au Sud qu'à l'Est. Nos forces militaires font également une évaluation de la situation afin de mieux guider nos décisions sur ces problématiques. Donc le Sud reste au cœur de nos préoccupations et ce serait une erreur de penser le contraire. Alors, la force EUNAVFOR, bon, l'afflux de migrants est un problème gigantesque. Nous nous y intéressons, nous l'étudions. Ça relève beaucoup plus de la compétence de l'Union européenne, évidemment, que celle de l'OTAN. L'Union européenne a activé, je crois, la phase 1 de l'opération et nous attendons avec impatience. Enfin, Alain ira au quartier général de l'OTAN la semaine prochaine pour faire un discours au Conseil de l'Atlantique Nord. Donc, nous y travaillons activement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de demande officielle, mais dans cette phase 1, l'OTAN n'a guère de choses à contribuer. On verra comment les choses évoluent et peut-être que l'OTAN pourra changer d'avis. Mais nous sommes en tout cas impatients que ce discours soit fait au Conseil de l'Atlantique Nord. D'abord, just to complement exactly what you said. So next week we'll discuss where we are on the naval operation. Donc, on va dire à quel point nous en sommes dans cette opération maritime, le renseignement. Donc, la phase 2 ne commencera qu'en septembre. Nous avons le temps, mais il est important d'avoir les résolutions du Conseil de sécurité et un gouvernement en Libye. Donc, ce n'est pas très facile. Alors, elle est très subtile et là-dessus, est-ce que c'est l'idée du pilier européen et du quartier général européen dans l'OTAN? Là, je serais très prudent parce que déjà au sein de l'Union européenne, ces discussions sont très, très subtiles. Là, je laisserais plutôt répondre est-ce qu'on peut arriver un jour à un quartier européen de l'OTAN? J'ai envie de dire, c'est plus les ambassadeurs auprès de l'OTAN, de ce Conseil de l'OTAN qui pourraient le dire. Je vois bien les difficultés déjà entre Européens pour avoir un quartier général permanent à Bruxelles. Il y a tout un débat, les Britanniques ont une position différente, etc. Donc il y a déjà un débat entre Européens à Bruxelles, un quartier européen de l'OTAN. Ce sont des questions encore, à mon avis, très sensibles. Et là, peut-être qu'on va en parler au cours du déjeuner avec des ambassadeurs auprès de l'OTAN. Merci. Nous avons M. Lamers d'Allemagne. Et puis, nous aurons notre ancien président. Chers collègues, je voudrais d'abord remercier nos amis français pour cette idée merveilleuse de nous inviter à cette réunion spéciale pour le 60e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je peux vous dire que je me sens très bien
dans ce Parlement. Je viens d'une session parlementaire de Berlin et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une atmosphère excellente, donc de revoir les anciens présidents, les 28 délégations des pays membres. Il y en a que je connais, d'autres pas, et j'ai parlé avec John Tanner. Il n'est plus membre du Parlement, mais il n'oubliera jamais ce qu'il a appris. Alors j'ai donc posé la question, qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit, eh bien, j'ai sauvé le monde. Et je pense que c'est vraiment magnifique que nous puissions assurer la paix dans le monde entier. Une première question liée à un veto. Nous sommes toujours en train de parler du veto contre l'OTAN. Or, nous voyons que la Russie est en train de déstabiliser la Géorgie. Nous avons la même chose donc pour les attirer comme membres, la même chose pour l'Ukraine. Donc, il crée un nouveau modèle de veto contre les États qui sont intéressés à devenir membres de l'OTAN. Monsieur Leroy, vous avez parlé de guerre hybride, de cyberguerre. Ce sont de nouveaux défis et les nouveaux défis ont besoin de nouvelles réponses. Alors, quel est le stade de débat à l'OTAN? Est-ce que ceci a une incidence sur l'article 4, l'article 5? Nous avons vu en Estonie en 2007, donc les cyberattaques contre l'infrastructure de ce pays. Quand est-ce que nos textes vont-ils s'adapter à une menace vis-à-vis d'un pays membre lorsqu'on parle de l'article 5 et hybride? C'est une infiltration de soldats sans insigne, mais nous savons qu'en Ukraine, que c'est par exemple certains pouvoirs en Russie qui soutiennent ces soldats. Dans les pays baltes, ça pourrait arriver s'il s'agissait de tester l'OTAN. Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes prêts à faire face à de tels défis? Ma préoccupation, et c'est une nouvelle préoccupation, déclenchée par l'ambassadeur ce matin, les membres de l'Union européenne contribuent simplement un quart du budget de défense de l'OTAN. Je me souviens un moment lorsque ce chiffre représentait au moins 38% et déjà on s'en préoccupait. Ce n'était pas assez et on parlait de partage de fardeau. C'était un fardeau qui était partagé par un membre en particulier et c'était donc à chacun d'entre nous de faire plus. Mais il semble que non seulement les chiffres qui ont été mentionnés, il semble que 4 ou 5 membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, sont prêts à dépenser 2% de leur PIB pour ce budget. Et il me semble que, vu la menace croissante, que nous aurions même considéré hors zone, inapprochable d'ailleurs dans le temps, ainsi que d'autres problèmes. Ce n'est pas à moi d'en parler. Jacques Turner sait que parmi les 4 ou 5 pays qui remplissent mon pays, a maintenant des problèmes de budget, mais si vous me le permettez, je voudrais dire ceci rapidement. Tel que je vois la réalité au niveau national, du point de vue
acquisitions en matière de défense. Lorsque je vous ai quitté en 92, je croyais qu'on pourrait considérer les activités hors zone. Je me suis donc intéressé à ce moment-là non plus au continent, mais donc il s'agissait de guerres expéditionnaires. Et il s'agissait de promouvoir un nouveau programme de porte-avions. Et lorsque le Premier ministre Gordon Brown a signé le contrat, il m'a envoyé une note pour me remercier en me disant que personne n'avait fait plus que moi pour que ce programme soit réalisé. Alors, ce programme avait doublé de prix. Et je ne crois pas, messieurs, qu'on aurait pu se le permettre. Ça, c'est mon expérience nationale. Lorsque je réfléchis, nous avons tous connu des difficultés, et nous, particulièrement dans les années 70 et 80. Donc, j'ai eu une période où j'ai dû survivre parce que dans notre mairie, on avait levé un drapeau rouge et on avait dit qu'on voulait se déclarer sans armes nucléaires. Mais voilà, maintenant, on commence à rebouger en Europe et alors, en présence de mes amis du Royaume-Uni, je vois un changement. Et donc, il y a un problème politique devant nous. Alors, j'en viens à ma question, Monsieur le Président. Est-ce que vous n'avez pas le droit, lorsque vous demandez aux membres, comme vous devez, indirectement ou directement même, comme dit Monsieur Leroy, il faut remercier les collègues américains pour leur contribution. N'est-il pas venu pour nous de faire beaucoup plus que ce qui est encore marqué dans les documents d'aujourd'hui? Il faut commencer à payer nos cotisations. Duffy, thank you for those very eloquent words. We only have one more commentator, so I'm going to go to them before we go to our panelists, and that's Philippe from France. Philippe. Yes. Philippe. Oui. D'abord, vous dire moi aussi le bonheur qui est le nôtre de vous accueillir tous aujourd'hui à Paris et constater qu'au bout de 60 ans, grâce à la construction européenne, grâce à l'Alliance Atlantique, notre belle Europe vit depuis 70 ans dans la paix. Mais aujourd'hui, notre grande inquiétude est la Méditerranée. Et l'immigration et le terrorisme vont être un grand tourment pour l'Europe dans les mois et dans de très nombreuses années à venir. Vous avez évoqué les opérations qui sont menées maintenant depuis quelque temps. L'opération Mare Nostrum, qui était exclusivement italienne, l'opération Triton de Frontex, et aujourd'hui EUNAVFOR Med, et dans laquelle on est heureux effectivement de constater que les pays du nord de l'Europe, tels la Finlande, le Luxembourg, la Belgique ou le Royaume-Uni, ont été les premiers à s'engager auprès de l'Espagne, de l'Italie, de la France ou de la Slovénie dans cette action. Action dont l'objectif aujourd'hui est la surveillance et l'évaluation des réseaux de passeurs et de trafiquants. La question qui se pose est de savoir, alors que les afflux continuent à augmenter, à quel moment
il va falloir peut-être aller vers une opération militaire beaucoup plus structurée, avec la mise en place peut-être d'un blocus. Deuxième question à se poser, on est effectivement aujourd'hui du fait du risque terroriste majeur que constitue la présence de Daesh à 350 km des côtes européennes, très axée sur la partie centrale de la Méditerranée. Mais les statistiques cette année sont en train de montrer une forte augmentation de l'immigration à la frontière de la Turquie et de la Grèce, avec chaque jour 600 immigrants qui arrivent sur l'île de Lesbos et qui sont d'origine irakienne, syrienne et afghane. Comment aujourd'hui doit-on prendre tout cela en considération dans une vision prospective des choses? Parce que force est de constater que malgré tous nos efforts, que malgré la montée en puissance à laquelle on assiste, malgré la responsabilité bien ferme de tous, et on est heureux de le constater que là encore, il n'y a pas de faille, à la fois dans l'Alliance ou dans l'Union européenne, on risque de vivre des lendemains très difficiles si l'on ne passe pas un jour à une véritable opération militaire. Quelle est votre opinion? Quelle est l'orientation aujourd'hui à la fois de l'OTAN et de l'UE dans ce domaine-là? Comment construire la paix méditerranéenne de demain? I need to apologize. I've skipped Ojars from Latvia. Thank you. I'll keep my comments short. I want to particularly thank President commentaire sera court. Je voudrais remercier le président quant à ses commentaires sur l'OTAN et l'article 5 pour les pays baltes, la Pologne, etc. Ce sera apprécié pour cette région. Monsieur Leroy fait également des commentaires dans la politique de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne sur la politique pour le voisinage. Il y avait d'abord un premier vœu qui était le vœu d'Hippocrate, ne faites pas de mal, c'était tout. Mais maintenant, je vois que l'Europe s'occupe de l'Est. Nous avons la politique vers l'Ouest, c'est notre alliance Atlantique, c'est avec le Canada, les États-Unis, puis il y a le Grand Nord, alors que la glace font que les ressources deviennent disponibles, donc la sécurité devient un problème majeur. En mars, nous avons vu 38 000 troupes, hommes de troupes russes qui opéraient dans le Grand Nord. Et nous voyons qu'il y a une politique pour le Grand Nord, pour l'Union européenne, et je voulais demander si c'était la même chose pour l'OTAN. Est-ce qu'il y a une coopération, notamment avec l'Union européenne, pour le Grand Nord, puisque cela devient une source de préoccupation? Je vais essayer de commenter sur la question de l'Ukraine et le veto vis-à-vis de son adhésion à l'OTAN. Je ne vais pas faire de commentaires du côté OTAN, bien sûr, mais pour l'Union européenne. Mais je vais donc vous dire qu'il y avait, après le Conseil de Lituanie, il y a eu donc un problème avec l'adhésion possible de partenariat. Mais maintenant, nous avons signé notre accord avec l'Ukraine. La semaine dernière, à Bruxelles, nous avons eu le premier conseil d'association. Nous avons 17 ministres délégués de tous les ministères d'Ukraine. Nous avons discuté de tous les domaines, transport, énergie, etc. Donc nos liens augmentent de jour en jour. Comme je vous l'ai dit, nous avons eu 17 ministres délégués qui sont venus à l'Union européenne pour renforcer cette coopération. Une chose supplémentaire, nous avons décidé de signer un accord d'échange avec l'Ukraine
donc approfondie, et ceci en dépit des pressions de la Russie, et ce sera donc applicable à partir du 1er janvier 2016. Nous avons décidé de signer. Nous avons un dialogue avec l'Ukraine et la Russie pour s'assurer que, bien sûr, nous n'allons pas endommager les intérêts communs de l'Ukraine et de la Russie, mais donc nous trouvons que l'Ukraine a droit de signer cet accord malgré la résistance russe. Pour le côté OTAN, je ne ferai pas de commentaires. Vous avez parlé de hybrides, des menaces hybrides et cinétiques. Donc, c'est moi qui ai posé la question. Est-ce que cela pourrait déclencher une opération article 5? Ça, c'est Terry qui répondra. Deuxièmement, la question, les forces aériennes, ce sont les mêmes pays, les efforts de défense. Le 26 juin, donc le Conseil européen va donc travailler à renforcer l'industrie de défense. Nous reconnaissons le besoin que les États membres doivent octroyer ou consacrer une partie importante de leur budget à la défense et rendre les ressources disponibles. Donc nous savons que plusieurs pays, la Lituanie, ont augmenté leurs dépenses de défense. La question maintenant est bien sûr sur la table pour les pays membres. Et je voudrais également mentionner que nous apprécions beaucoup ce que la représentante lituanienne a dit. Maintenant, je parle en français sur la question des migrations, monsieur le parlementaire. Plusieurs choses. Alors, d'abord, l'opération navale lancée, elle est pour le moment un but d'abord de renseignement et ensuite phase 2 et phase 3, d'arrêter les trafiquants, de détruire les bateaux, de détruire le business model des trafiquants. Ça c'est la phase 2 et la phase 3, ça sera vraiment une opération militaire, ce qui évidemment n'est pas Frontex. Bien. Simplement, nous faisons beaucoup plus que ça. Nous avons déjà renforcé notre mission européenne que nous avons au Niger. Nous avons une mission qui s'appelle ECAP Sahel Niger. Changeons le mandat de cette opération pour qu'elle aide beaucoup plus les autorités nigériennes à contrôler la frontière, parce que l'essentiel de ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest à travers la Libye passe à travers le Niger. Donc nous renforçons complètement la capacité des autorités nigériennes à contrôler leurs frontières. Troisièmement, nous organisons le 11 et 12 novembre à Malte un grand sommet entre l'Union européenne et les pays africains les plus concernés, et c'est ce qu'on appelle les pays du processus de Rabat et du processus de Khartoum, justement pour définir ensemble comment mieux réguler les flux qui partent. Bien, mais je suis d'accord avec vous, le problème est là pour des années. Personne n'a de solution évidente. C'est bien sûr, j'aurais dû commencer par ça. Moi, je dis souvent la bombe démographique africaine aura évidemment des impacts majeurs. Et là-dessus, personne n'a une bonne solution, bien sûr. Et enfin, bien sûr, vous avez évoqué aussi les routes à travers les Balkans et la route. Et on sait bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le nombre de réfugiés ou de migrants qui viennent en Europe sont pour le moment majoritairement restent des Syriens, Afghans, Érythréens. Érythréens sont des chiffres beaucoup plus importants que ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne pour le moment. Mais ça peut changer dans l'avenir. Simplement, donc, nous allons également organiser une conférence de haut niveau, c'est le terme exact du dernier Conseil européen, sur cette route à travers les Balkans, avec les pays des Balkans, sans doute la Turquie également, qui accueille, comme vous le savez, plus de 2 millions de réfugiés syriens sur son sol, 2 millions. Et j'entends souvent les représentants turcs qui disent que l'Europe pourrait accueillir 60 000, ce sont les chiffres. Il y a un énorme débat en Europe. La Turquie accueille près de 2 millions de réfugiés syriens sur son sol aujourd'hui. La Jordanie, 800 000. Le Liban, près d'1 million.
Bien, donc ça montre simplement l'échelle énorme du problème. Bien, nous allons nous réunir avec un pays européen, un pays des Balkans et la Turquie. La date n'est pas encore fixée pour discuter ensemble de ces questions. Mais sur le fond, je suis entièrement d'accord avec vous. On cherche des solutions ici ou là. Bien entendu, la solution à long terme, c'est le développement, c'est l'arrêt des conflits et le développement de l'Afrique. Mais tout ça, on sait bien. Je note simplement un chiffre. L'écart de niveau de vie entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe est de 1 à 15 et de 1 à 40 si on prend les pays les plus riches de l'Europe. Donc avant qu'on trouve un équilibre, enfin de réduire cette énorme différence, ça prendra du temps. Donc la pression va malheureusement, je crois qu'il faut prévenir les opinions, va rester très forte. L'Union européenne a ses opérations en place, mais ça ne sera jamais à la hauteur du défi. Il faut en être conscient. Merci. Okay. Voilà pour cette table ronde consacrée au rôle de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, l'OTAN. Une table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat dans le cadre d'un colloque exceptionnel et international organisé à l'occasion du 60e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions, tous les colloques sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 18 h où nous reviendrons à ce colloque exceptionnel organisé au Sénat la semaine dernière, avec cette fois-ci une table ronde consacrée au rôle des parlements nationaux au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.